Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Ils ont tous un lien avec les ODD, des accords ou des conventions relatives à l'environnement. Ces instruments de gouvernance de l'environnement sont très peu connus des populations et pourtant ce sont des éléments de développement durable. Comment corriger une telle situation en apportant l'information nécessaire aux autorités locales et aussi aux populations, aussi à leur cadre dans ces différentes communes? Un système d'information environnementale, comment créer ce système? On aura toutes ces réponses dans cette émission, mais pour ces réponses, j'ai dans ce studio avec moi trois invités. Le premier, Martin Pépin Aïnan. Bonsoir, DG. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'environnement et du climat. Tout à fait, merci. En face de vous, lui, Dibril Ibila. Vous êtes le coordonnateur du projet de renforcement des capacités. Merci. Merci d'être là. Merci bien. À vos côtés, c'est François Nozan. Lui, il est le chargé, du suivi et évaluation du projet. Merci bien d'être là aussi. Pascal Nozan. Pascal Nozan, c'est bien cela, Pascal Nozan. Oui. Alors, je commence d'abord par le directeur général de l'environnement. Alors, ce projet dont on parle aujourd'hui, c'est quoi son importance? D'où est-ce qu'est venue cette idée de créer un tel projet? Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez sur la question, sur tous les accords multilatéraux de l'environnement. Il faut dire que juste après les révolutions industrielles, le monde s'est retrouvé confronté à d'autres défis qui sont des défis environnementaux, des défis liés aussi à la croissance. Et la croissance économique, donc le monde s'est retrouvé face à ces différents défis. Et donc on a eu droit donc, à quelques premiers qui ont commencé par réfléchir à comment résoudre ces défis environnementaux, comment répondre aux besoins donc, que cela posait. Et c'est comme ça que sont nés des accords multilatéraux de l'environnement pour justement pallier donc, à la problématique de l'environnement, à la problématique de la dégradation donc, du milieu écologique. Donc ces conventions ont vu le jour et le Bénin a ratifié plusieurs conventions. Le législateur en procédant au vote et puis les chefs d'État en procédant à la ratification ont jugé de l'importance, ont jugé du prix de l'inaction si on ne faisait rien par rapport à la dégradation de l'environnement. Et ces accords ont été signés. Il y en a combien, ces accords? On a une vingtaine aujourd'hui dans le domaine de l'environnement. Et une fois ces accords signés, il fallait répondre aux obligations en tant que pays partie. Et donc, comme ça, des points focaux ont été mis en place pour représenter le Bénin à de grandes conférences et permettre au Bénin non seulement d'apprendre des autres, mais de tirer profit aussi donc, des opportunités que ces accords multilatéraux dans le domaine de l'environnement offraient donc, pour les différents pays. Okay. Voilà pourquoi, petit à petit, chemin faisant, nous avons constaté qu'il y a des problèmes de synergie qui se posaient au niveau donc, de la gestion de ces conventions. Le Bénin ayant ratifié à juger de l'urgence de l'opportunité, mais il faut faire face désormais à la gestion donc, de ces différentes conventions et avec le nouveau départ, un arrêté a été pris pour pouvoir créer des plateformes donc, pouvant permettre donc, aux différents points focaux de rendre compte de leur participation et de pouvoir permettre au Bénin de mieux cerner les contours de ces différentes conventions et amener donc, la chose à la base. Donc, je crois que le 14 février 2017, un arrêté a été signé du ministre José Tonato pour créer des plateformes de conventions. C'est-à-dire toutes les conventions, ces accords où je peux, pour que les Béninois puissent comprendre ces contrats auxquels nous avons souscrit. Donc, pour mieux les gérer, on a créé des plateformes pour les accords dans le domaine des produits chimiques, pour tous ces accords dans le domaine donc, des conventions de la génération de Rio, c'est-à-dire la désertification, les changements climatiques, la biodiversité, parce qu'on ne peut pas parler de changement climatique sans parler de désertification, ni de désertification sans parler de biodiversité. Oui. Donc, ces différentes plateformes ont été créées. On a mis en place donc, des coordonnateurs de plateformes donc, pour créer la synergie. Mais avec les évaluations successives, le ministre José Tonato s'est rendu compte qu'il y a encore des problèmes à régler. Lesquels, par exemple? Et les problèmes de synergie sont restés entre ces différentes conventions. Non, surtout au niveau des points focaux, parce que même les conventions, quand vous prenez, je prends le cas par exemple des conventions de la génération de Rio, vous prenez changement climatique, biodiversité, désertification, il y a des liens de synergie. Il y a des liens de synergie qui sont déjà en place. Mais comment les exploiter donc, au niveau des points focaux
C'est là où se posaient les premiers problèmes. Donc, le ministre José Tonato a demandé à ce qu'un projet soit rédigé. Donc, on a rédigé, à l'instar, par exemple, de Botswana, de la Mauritanie, donc soumis au Fonds pour l'environnement mondial, et nous avons eu le financement pour pouvoir répondre désormais ou pallier au plus vite donc, aux différentes lacunes constatées, afin donc d'informer les populations qui sont eux-mêmes des acteurs donc, de ces différentes conventions et leur permettre donc d'évoluer avec le ministère du cadre de vie, qui est le point focal de toutes ces conventions, signées par le Bénin. Alors, M. Ibila Djibri, vous êtes le coordinateur de ce projet qui va quand même essayer de donner plus de visibilité aux actions que met le ministère du cadre de vie. Alors, donnez-nous un peu aussi d'autres importances qu'on pourrait avoir de ce projet que vous dirigez. Okay. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier l'ORTV Patrimoine de la télévision nationale qui fera en sorte que les Béninois comprennent ce qui se passe au niveau du ministère du cadre de vie et du développement durable en matière de gestion des conventions internationales relatives à l'environnement. Je voudrais aussi aller dans le même sens pour remercier le ministre Tonato qui a fait tout pour que nous ayons ce projet-là au Fonds pour l'environnement mondial. Et pourquoi? C'est pour compléter un peu ce que le DGEC a dit, le directeur général de l'environnement et du climat. En fait, la gestion institutionnelle des conventions a été commencée en 1999. Et là, on avait les points focaux, un point focal et un suppléant. Mais il n'y avait pas de collaboration entre les points focaux. Chacun travaillait dans son domaine et ne savait pas ce qui se passait. Alors qu'il y avait des liens entre ces différentes conventions. Vous voyez, bon, si on a le temps, on pourra rentrer dedans. Et quand le ministre Tonato est venu, il a constaté cet état de fait, il a dit « Ah non, ce que nous voulons beaucoup plus des projets à impact pour les populations, des projets qui vont permettre de régler à la fois les questions des conventions et celles relatives aux objectifs de développement durable. N'oubliez pas que toutes les conventions, en général, ont commencé dans les années 1970 avec la conférence de Stockholm sur l'environnement. En 1992 a eu lieu la conférence de Rio sur l'environnement et le développement, d'où est sorti le thème du développement durable avec le rapport Brundtland. Okay. Et donc, du coup, il a été demandé à tous les pays avec la déclaration de Rio qu'ils mettent en œuvre les conventions relatives à l'environnement de façon à faire en sorte que les problèmes environnementaux qui ont un caractère transversal puissent être abordés de façon synergique. Et voilà pourquoi nous parlons des conventions de la génération de Rio. Et pour aller dans le même sens, vous voyez, après Rio, le DG l'a dit, c'est changement climatique, biodiversité et dégradation des terres. Mais il y a les produits chimiques, la convention de Bâle sur le transport transfrontalier des déchets dangereux, la convention de Rotterdam sur les produits qui font objet de commerce international et les produits organiques persistants, c'est la convention de Stockholm. Vous voyez, ces trois conventions ont un lien étroit. Mais si on ne prend pas garde, chaque point focal va travailler dans son côté, on ne saurait pas ce que le Bénin fait de façon. Voilà pourquoi le ministre Tonato, dans sa vision, a voulu que les points focaux travaillent en synergie et qu'on mette certaines conventions qui ont des liens apparents entre elles, que ces points focaux travaillent en synergie à travers une plateforme. C'est ce qu'il a expliqué. Bon, voilà comment le projet est né. Et l'objectif ici, c'est de faire en sorte que les capacités nationales relatives aux conventions internationales à l'environnement puissent être gérées de façon efficace en lien avec les objectifs de développement durable et surtout mettre en place un système d'information statistique qui permet de rendre compte des progrès que le Bénin fait dans la mise en œuvre de ces conventions. Or, nous le savons dans nos pays, nos difficultés, c'est d'avoir des bases de données actualisées qui rendent compte de l'état de l'environnement. Le ministère du cadre de vie a une haute obligation d'établir l'état de l'environnement chaque année. Quel est le niveau de pollution de l'air? Quel est le niveau de pollution de l'eau? Quelle est la santé du couvert forestier? Comment la forêt progresse ou régresse? Et comment la faune se comporte? Nous avons des parcs. Comment ça va? Et donc, si nous ne mettons pas des indicateurs pour pouvoir suivre, on ne pourra pas renseigner utilement. Et de l'autre côté, vous allez voir les ODD, les 17 ODD auxquels le Bénin a souscrit en septembre 2015. Ces ODD-là ne peuvent pas être
mis en œuvre sans les conventions. Voilà pourquoi, si vous prenez l'ODD 13, qui parle des changements climatiques, c'est les indicateurs que nous devons mettre en place lorsque nous traitons des questions de changement climatique. Nous prenons l'ODD 11 et 12 qui parle des produits chimiques. On va faire le tour de ces produits chimiques pour dire, au Bénin par exemple, on a telle quantité de produits chimiques. Mais souvent, il n'est pas facile quand même de faire ce lien entre ces différentes conventions et les 17 ODD. Voilà. Comment ressortir justement ces liens pour permettre aux populations de mieux comprendre ces... Voilà. Vous voyez, c'est bien parce qu'en réalité, après qu'on ait adopté ces ODD-là, oui, il a été donné à chaque pays de pouvoir faire des priorisations à l'intérieur de ces ODD, et notamment les cibles. Et donc, pour le ministère du cadre de vie, qui est chargé des questions d'environnement, un certain nombre d'ODD lui ont été vraiment assignés. Il y a le 6, le 7, le 11, 12, 13, 14 et puis 15. Et le 15. Voilà. Et quand vous allez voir à l'intérieur de ces ODD-là, il y a des cibles que vous devez atteindre. Je prends l'ODD 13. Pourquoi je prends ça? Parce que ce changement climatique, c'est transversal, ça impacte toutes les autres conventions. On dit par exemple le nombre de populations vraiment vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. Si on doit faire le tour de cette enquête au Bénin, on doit pouvoir renseigner. Voyez comment de façon périodique, cyclique, certaines populations sont soumises aux inondations. Dans le Mono, à Karimama, à Maranville. Et on a des pertes en vies humaines, la perte de récoltes, les pertes de bétail et même la destruction de nos états civils, des élèves et des femmes qui viennent dans les maternités. Et donc, si nous ne renseignons pas, à chaque fois qu'il y a, par exemple, je prends les inondations de 2010 dans le Mono, qui a fait l'objet d'une évaluation économique et financière par la Banque mondiale. Si nous ne faisons pas ces évaluations et nous renseignons pour archiver ce que nous avons constaté, et après ces inondations-là, quelles sont les mesures que le gouvernement a pu prendre pour endiguer le phénomène, on va tout faire sur place. Et donc, l'objectif de ce projet-là, oui, c'est de maintenir un cadre de statistique environnementale qui puisse renseigner de façon utile et à temps réel nos autorités au niveau national et au niveau local. Voilà pourquoi, dans votre introduction, j'ai aimé, les conventions sont d'application nationale. Certes, au niveau du gouvernement, il a été donné le leadership au ministre du cadre de vie et du développement durable, mais il travaille avec tous les autres ministres sectoriels et avec les autorités préfectorales et les autorités élues au niveau local. Donc, si lui, en tant que responsable de cette convention, ne fait pas en sorte que tous les ministères sectoriels puissent jouer réellement leur rôle, que les préfets puissent jouer leur rôle et que les élus locaux puissent jouer leur rôle, les conventions vont être gérées seulement au niveau du ministère du cadre de vie, ce qui n'est pas bien. Ou ça va être géré au niveau de quelques ministères. Voilà pourquoi ce projet est né, pour mettre tous les acteurs concernés par des gestions des conventions ensemble et que chacun partage ces informations, ces données. Et voilà pourquoi, dans le cadre de ce projet-là, il est mis un protocole d'accord où chaque ministère sectoriel accepte de partager ces informations. Justement, il y a des formations pour ces différents cadres, ces ministères sectoriels. Je crois que Pascal Nyonzan, vous qui êtes responsable de l'évaluation de ce projet. Alors, dites-nous pourquoi vous avez choisi d'abord commencer par former d'abord les points focaux, après les cadres au niveau des différents ministères sectoriels. Il y a eu aussi des élus locaux qui ont été formés. Pourquoi ces différents maillons de la société? Merci bien, William. À la suite du directeur général de l'environnement et du climat et du coordonnateur, je voudrais vous remercier aussi et remercier les autorités au premier rang du ministère du cadre de vie qui nous ont permis d'être ici et de parler en leur nom de tous ceux dont nous échangeons ce soir. Je pourrais dire, en termes de formation, le coordonnateur a commencé déjà. Nous avons eu à échanger avec les acteurs publics, ceux que nous appelons les acteurs publics. Okay. C'est les ministères sectoriels, les institutions de l'État et même les institutions qui ne sont pas étatiques et qui sont représentées internationales, qui sont représentées au Bénin. Toutes ces institutions-là et toutes ces structures dont leur intervention impacte la dimension environnementale. Donc, nous avons échangé, je crois, sur 2 ou 3 jours pour leur faire connaître un peu la nécessité de collaborer et de travailler ensemble dans la mise en œuvre de ces accords multilatéraux relatifs à l'environnement au Bénin.
Nous avons également échangé avec les ONG, les organisations non gouvernementales, que ce soit nationales ou internationales représentées au Bénin, pour faire le même exercice. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les ONG qui interviennent dans le domaine de l'environnement sont regroupées dans une plateforme qu'on appelle Pro-Environnement. Oui. Donc désormais, notre interlocuteur envers les ONG, c'est Pro-Environnement. Donc tous les départements, tous leurs démembrements ont été représentés à cette session où nous avons échangé également sur l'ensemble des conventions, ce que les conventions ont comme acquis déjà, et puis l'implication des organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre de ces conventions. Nous avons fait également cet exercice-là. Est-ce que vous avez senti quand même que ces différents responsables que vous avez invités n'avaient pas cette compréhension qu'on aurait souhaité qu'ils aient? Tout à fait. Et que cette formation quand même a permis à ce que les gens soient au même niveau d'information pour qu'on puisse évoluer. Ah oui. Il faut dire que dans la plupart du cas, les gens avaient vraiment besoin de l'information. Okay. Et que ces séances d'échange étaient les bienvenues. Il y a une semaine, nous avons également fait le même exercice au niveau des départements, de 4 départements du Bénin, Koufo, Mono, Ouémé et Zou. Là, c'est à l'attention des services des préfectures, les services en charge de l'aménagement du territoire, les services de tutelle, et puis les élus communaux, les services en charge de l'environnement au niveau des mairies. Là, nous avons vraiment compris que le besoin était là. Les gens avaient besoin de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des conventions, des accords multilatéraux relatifs à l'environnement, quelles sont les opportunités, surtout les opportunités de financement qu'offrent ces accords multilatéraux et quels sont les mécanismes pour y accéder. Justement, j'allais demander qu'est-ce que ces collectivités locales peuvent tirer concrètement de ces différentes conventions. Je peux poser la question au directeur de l'environnement. Oui, qu'est-ce que ces collectivités peuvent tirer vraiment de ces différentes conventions que nous avons? On a une vingtaine auxquelles le pays s'est contracté. Alors, comment on peut tirer profit vraiment de cela? Je vous remercie encore une fois. Il faut dire qu'au niveau de ces différentes collectivités, tous participent au fait à la gestion des conventions, mais des fois, sans s'en rendre compte. Ils apportent beaucoup d'informations, ils travaillent pour un cadre de vie sain, mais ils ne savent même pas pourquoi ils le font des fois. Ou des fois, ils le font, mais sans pouvoir capitaliser au niveau donc, de tout ce qui est information, sans pouvoir capitaliser pour aller le plus loin. Et tous les projets que nous mettons en œuvre, nous les mettons en œuvre au sein des collectivités locales. Si ces projets ne descendent pas à ces cibles, ça veut dire que ces projets n'ont pas été du tout efficaces ou n'ont pas porté leurs fruits. Donc les collectivités sont au premier rang parce que c'est les premiers bénéficiaires de ces conventions, parce que grâce à ces conventions, nous arrivons à mettre en place ou à mettre en œuvre des actions au sein de ces collectivités pour leur permettre donc soit pour l'assainissement de leur cadre de vie ou pour un mieux-être, ou soit pour la réduction des inégalités sociales. Donc voilà ce que les collectivités tirent directement de ces conventions. Mais pour aller plus loin, toujours en ce qui concerne ces différentes collectivités, vous savez, les changements climatiques impactent au niveau local, à la base. C'est des actions identifiées au niveau de ces collectivités qui sont mises en œuvre. Et si ces collectivités ne participent pas, nous ne pouvons pas réellement savoir de quoi elles ont besoin afin de répondre concrètement. Donc, c'est au fait les premiers bénéficiaires. Et donc, s'ils ne maîtrisent pas et s'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas nous donner les informations nécessaires donc, pour renseigner les différents projets que nous mettons en place, donc pour lesquels nous sollicitons des partenaires techniques et financiers. Et quand les partenaires techniques et financiers sont sollicités, donc le retour est fait en même temps au niveau de ces collectivités pour leur permettre donc d'être des parties prenantes et de prendre réellement part donc, pour la mise en œuvre de ces différents projets. Est-ce qu'on pourrait dire que ce projet est arrivé un peu en retard, même si aujourd'hui c'est un succès pour notre pays? Monsieur Lila. Oui, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il faut louer la vision de notre ministre qui a bien compris vraiment l'enjeu. Vous voyez, pour aller dans le même sens que le directeur général de l'environnement et du climat, le Bénin est parti à l'accord de Paris. Je vais vous expliquer pourquoi les collectivités locales sont très importantes dans ce cadre-là. Avant que l'accord de Paris ne soit adopté, il a été demandé à chaque gouvernement de dire concrètement ce qu'il va faire dans le domaine de l'atténuation, dans le domaine de l'adaptation au changement climatique.
ce document-là qu'on appelle les conditions déterminées au niveau national, les CDN, c'est une compilation des projets concrets dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la dégradation des terres, dans le domaine des énergies renouvelables, qui permettent soit de réduire les émissions de gaz à effet de serre, soit d'apporter une réponse concrète aux populations qui sont victimes de ces gaz à effet de serre. Et donc, si le Bénin n'arrive pas à mettre en œuvre ces projets-là au niveau des collectivités locales, on serait en deçà des engagements qu'ils ont pris au niveau international. Or, en 2023, chaque pays va être évalué sur cet engagement-là qu'ils ont pris. Voilà pourquoi, dans la logique du ministre du cadre de vie, il faut que chaque acteur puisse jouer son rôle pour qu'à l'heure du bilan, on sente effectivement que le Bénin n'a pas pris ses engagements à la légère et que chaque partie est consciente des efforts qu'elle doit faire pour honorer cet engagement du Bénin. Et donc, vous allez voir, quand vous prenez cette CDN-là, c'est l'ensemble des documents que nous voulons faire. Et pour parler des opportunités, lorsque vous demandez maintenant un financement au Fonds pour l'environnement mondial, le FEM, au Fonds vert pour le climat ou au Fonds d'adaptation, on regarde si votre idée de projet cadre bien avec les actions qui sont inscrites dans les conditions déterminées au niveau national. Et donc, le premier niveau pour bénéficier des opportunités, c'est d'abord que vos priorités soient inscrites dans ces CDN. Et pour les collectivités locales qui peuvent venir aussi directement, parce qu'elles ont une personnalité morale et juridique, dans leur plan de développement communal, elles sont appelées à mettre également des actions concrètes dans ce domaine-là. Okay. Et lorsque les partenaires voient que déjà une commune a initié ou a prévu 2 ou 3 actions concrètes en matière de changement climatique ou de dégradation des terres ou de biodiversité, dès qu'on remarque ça, on voit que c'est une priorité, c'est une vision. On lui donne l'opportunité de bénéficier d'un financement concret pour développer ce projet-là ou pour l'étendre. Et c'est bien, le directeur général de l'environnement et du climat qui est ici présent est l'autorité nationale désignée du Fonds vert pour le climat. Ce fonds-là qui est appelé à mobiliser près de 100 milliards de dollars pour le financement des projets. Et aucun projet qui viendrait de Bénin ne peut trouver financement si lui n'a pas endossé ce projet-là. Et donc, du coup, vous voyez le rôle fondamental que le ministère du cadre de vie joue. Et si vous voulez aller au FEM, c'est le point focal opérationnel FEM qui doit endosser des projets pour le Bénin, quelle que soit l'origine, que ça vienne d'un ministère, d'une ONG ou d'une collectivité locale, il faut également l'endossement du point focal opérationnel FEM. Pour le fonds d'adaptation, ce qui consacre les projets d'adaptation, il faut la signature de l'autorité nationale désignée représentée par le point focal changement climatique. Et donc, lors de notre tournée au niveau des départements, on leur a donné toutes ces informations avec les adresses mail, le canevas possible d'élaborer les différentes formes, les projets de petite taille, les projets de taille moyenne, les projets de grande taille. Comment les communes là peuvent l'élaborer. Et lorsque ces projets-là... Est-ce qu'aujourd'hui, ces communes ont connaissance de ces différentes techniques d'élaboration? Voilà. Pour le moment, elles n'avaient même pas le canevas. Comment élaborer un projet à soumettre au Fonds vert? Au fond, elles n'en avaient pas. Et finalement, ça a été un ouf. Et eux tous disaient, ah non, venez nous faire ces formations de façon concrète. Mettez même quelqu'un pour nous faire des renforcements des capacités de façon permanente. Mais on leur a apporté les informations pertinentes. L'autorité nationale désignée est là. Dès qu'une commune envoie son projet, elle l'étudie avec un staff multidisciplinaire et leur apporte les compléments d'informations nécessaires qui leur permettraient de voir le Fonds vert pour le climat financer leur projet, ou le Fonds d'adaptation, ou le Fonds pour l'environnement mondial. Donc, quand on leur a expliqué, les cadres ont compris, le préfet, les préfets même étaient contents de savoir que, sincèrement, il y avait des opportunités, mais qu'ils ne pouvaient pas exploiter. Et eux tous ont salué cette initiative du ministre. C'est la première fois qu'un ministère au niveau national descend au niveau des communes pour parler. Et l'année prochaine, ces mêmes formations vont se dérouler au niveau de 4... Justement, j'allais demander, est-ce que ces descentes ne se feront pas dans chaque commune? On n'en a que 77 dans notre pays. Est-ce qu'on pourra descendre dans chaque commune, sensibiliser davantage chaque collectivité locale pour leur dire, voilà, les opportunités, saisissez-les? Oui, tout à fait, c'est prévu pour les 77 communes. Mais il faudra ajouter aussi que les communes n'ont pas les mêmes niveaux de compréhension. Exactement. Surtout en ce qui concerne l'élaboration des documents de projet. Donc, il y a plusieurs échelles. Et donc, il faut les situer et aller au cas par cas. Voilà pourquoi nous sommes obligés de descendre dans les 77 communes.
L'autre aspect, c'est l'approche politicienne et administrative. Toutes les communes ou tous les élus locaux veulent garantir à leur population un environnement sain, veulent réduire la pauvreté et veulent asseoir une base de développement durable. Et comme ils ne sont pas au même niveau de compréhension, on est obligé donc de tenir compte de ces trois dimensions, c'est-à-dire réduire la pauvreté et un cadre de vie sain, et puis asseoir une base de développement durable. On est obligé de tenir compte de ces trois dimensions pour leur permettre de rédiger des projets, pour leur permettre donc de mobiliser des financements, tant au niveau climatique, au niveau du Fonds vert pour le climat, comme l'a dit le coordonnateur, au niveau du Fonds d'adaptation et au niveau du FEM. Et pour tous ces mécanismes de financement, le ministre du cadre de vie a mis en place des personnes ressources. Au Fonds vert pour le climat, vous avez l'autorité nationale désignée qui est entourée de compétences et qui permet à ces communes ou à ceux-là, ça peut être les communes directement, mais ça peut être aussi la société civile. Nous travaillons pour que la société civile aussi puisse avoir assez, pour que les organisations de la société civile puissent savoir comment mobiliser la finance climatique. Nous travaillons pour que les banques qui sont en place puissent avoir aussi l'accréditation, comme le Fonds vert pour le FNEC, le Fonds national pour l'environnement et le climat vient de l'obtenir. Nous travaillons aussi pour que nos banques puissent l'avoir. Et donc, dans le cadre de ce projet où nous saluons le travail effectué par le ministre du cadre de vie pour la mise en place de ce projet, nous pouvons développer beaucoup de choses. Il y a plusieurs actions qui sont prévues et déjà nous sentons, c'est-à-dire nous avons déjà les prémices. Au niveau donc des 4 départements, nous voyons la soif, nous voyons l'engouement. Il est important pour nous maintenant, en allant donc dans les autres communes, de tenir compte de ces premiers pas que nous avons effectués pour améliorer encore l'accès donc à l'information au niveau de ces différentes communes. Donc voilà pour résumer. Alors, oui, M. Pascal-Gnozan, est-ce que déjà on pourrait faire un bilan des résultats déjà obtenus depuis l'installation, le démarrage de ce projet? Merci bien, William. Comme l'a dit le coordonnateur tout à l'heure, il y a 2 résultats majeurs attendus de ce projet. Attendus, mais déjà obtenus. Attendus du projet. Oui. Il y a le renforcement des capacités nationales pour la gestion de conventions, tout ça, pour pouvoir produire un meilleur rapport sur l'état de l'environnement. Dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre que la dissémination de l'information, le partage de l'information, faire connaître les conventions, ce qui est fait dans le cadre de la mise en œuvre de chaque convention au Bénin. Ce travail-là qui se fait, ça rentre en ligne de compte de ce résultat-là et ça va se poursuivre sur l'année prochaine et en 2021 également. Le deuxième résultat, c'est la mise en place d'un système d'information statistique au niveau national. Tout ce qui est statistique environnementale. En attendant qu'on revienne au niveau du système d'information statistique, est-ce que vous pourrez dire qu'au niveau de la formation, tout est déjà fini? Non, tout n'est pas fini. Voilà. Tout n'est pas fini. Nous sommes dans un processus de programmation. On a programmé ce que nous avons programmé pour l'année 2019. Nous avons essayé, je peux vous dire, à 95% de le faire. C'est la formation des acteurs étatiques, comme je vous l'ai dit, la formation des ONG, il y a la formation par rapport aux outils d'évaluation environnementale, il y a la formation sur les méthodologies de collecte des données, par exemple. Et par rapport à cela, nous avons eu l'appui d'un consultant de l'ONU Environnement qui est venu travailler avec nous au Bénin. Et puis nous avons eu d'autres formations qui ont permis aux gens, que ce soit au niveau des ministères sectoriels, quel est le rôle que chaque acteur doit jouer et qu'est-ce que chacun de nous doit apporter en tant qu'entité ou structure, doit apporter pour que, comme il a dit, à l'heure du bilan, qu'on puisse capitaliser tous les efforts que nous faisons au niveau national parce que nous faisons énormément d'efforts, que ce soit dans la mise en œuvre des conventions ou que ce soit dans l'implémentation des ODD. Le problème qui se pose, c'est qu'il nous manque la synergie et il manque la capitalisation, de sorte que moi je fais et vous reprenez ce que je fais. Donc nous avons foi qu'avec ce projet et avec tout ce qui se fait autour et le fait que l'engagement que nous avons de tous les acteurs, de tous les ministères sectoriels dont les actions impactent vraiment l'environnement, l'engagement que nous avons de tous ces acteurs-là, nous allons pouvoir vraiment capitaliser et avancer. Nous allons continuer en 2020
sur un certain nombre de formations également, pour permettre de fixer réellement les engagements de chacun, parce que c'est trop facile de dire « Ah oui, nous avons compris, nous allons faire », mais il faut maintenir la volonté des gens à ce qu'on aille vraiment vers les résultats probants. Maintenant, parlons à présent de ce système d'information environnementale. Je crois que c'est l'un des grands résultats attendus de ce projet. Monsieur Ibila, dites-nous un peu comment ça va se faire. Est-ce que par le passé, il n'y avait pas ce système du genre dans notre pays? Non, merci beaucoup, William. Je crois que s'il y a une valeur ajoutée qu'un projet peut apporter au Bénin, c'est vraiment ce système d'information environnementale. Et je vais vous dire pourquoi. Au niveau international, il y a un cadre d'information environnementale que chaque pays essaie de suivre. C'est avec ce projet-là, on appelle ça cadre de développement des statistiques environnementales. Lorsque l'expert de l'ONU Environnement a présenté ce cadre, on a considéré que le Bénin avait beaucoup de gaps en termes de chiffres, de données à fournir dans les différentes composantes de l'environnement. L'eau, les forêts, les industries, les matières premières. Vous voulez dire que les données n'existent pas du tout? Non, non, ça existe. Ça existe, oui, mais ce n'est pas aux données. Oui, dès que vous manquez une information, ça fausse vos efforts. Okay. Et donc, nous avons appris, tous les cadres des ministères sectoriels ont été amenés à travailler ensemble pour développer ce cadre de développement statistique environnemental. Qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est heureux, lorsque le Bénin a fait cet exercice-là, pour la première fois, on a fait 3 jours de travaux intenses à Grand Popo, revenu à Cotonou, on n'avait pas tous les ministères clés, et quand nous les avons, et quand nous avons envoyé nos résultats à l'ONU Environnement, ils ont été édifiés. Pour une première fois, le Bénin est à 66% des indicateurs qu'on attend d'un pays. Et il a dit, je suis heureux, ça veut dire que la formation a porté ses fruits. C'est pour répondre à votre question et à laquelle Faisal a répondu. Et vous voyez maintenant, ils ont fait des commentaires, l'ONU Environnement a fait des commentaires pour que le Bénin puisse améliorer son système d'information. Ce travail-là maintenant va être fait en 2020. On va rassembler les ministères sectoriels qui n'avaient pas pu répondre à l'appel du ministère du cadre de vie pour qu'ensemble on puisse affiner les données que nous avons au regard des formats qu'exige vraiment l'ONU Environnement. Et vous voyez pourquoi l'intérêt de ces choses-là. Nous sommes 3 pays, le directeur général de développement du climat l'a dit. La Mauritanie, le Bénin et le Botswana. En fait, nous sommes des pays pilotes. C'est quand nos expériences vont réussir qu'on va les élargir aux autres pays. Et voilà pourquoi le ministère du cadre de vie met un point d'honneur à ce que nous réussissons. Et mieux, il ne faudrait pas qu'à l'heure du bilan, parmi les 3 pays, le Bénin soit derrière les 2 autres. Et donc, nous nous battons, et ça, il faut le remercier, toutes les autorités du ministère nous accompagnent pour que nous puissions aller de façon diligente et vraiment de façon coordonnée afin que les résultats soient vraiment atteints. Et vous voyez, lorsque nous avons fait la réaction, il ne faut pas le dire. Quand les autres ont dit, on savait que le Bénin avait des cadres qui pouvaient travailler. On a trouvé. Et maintenant, il est prévu, et c'est l'autre aspect de votre question, pour améliorer la compétence des cadres béninois, à renseigner les indicateurs environnementaux et les ODD, il y aura, au cours de l'année 2020, un atelier de 3 jours pour prendre composante par composante ce que nous devons mettre dans nos indicateurs pour les renseigner. Comment atteindre nos cibles, on pourra le faire. Et donc, c'est déjà cadré, c'est programmé, et il est prévu, je tiens à le dire, parce que pour avoir l'information, il faut atteindre les professeurs d'université, les professeurs du secondaire et également les leaders d'opinion. Donc, on va identifier les personnes clés sur qui on va compter pour que lorsque l'enseignement va être bien compris, internalisé, à leur tour, ils puissent transmettre cette information et ces compétences-là à la base. Autrement, on va gérer les conventions dans un noyau restreint qui ne pourrait pas combler les attentes. Et donc, du coup, on tient à faire en sorte que l'information que nous ne pensons pas produire là puisse aller de plus en plus vers le bas. Et notamment l'université, qui est vraiment un centre par excellence de production d'informations pertinentes, de production de données. Vous voyez les nombres de thèses que nous faisons au Bénin, de mémoire de maîtrise ou de master, de licence, c'est les données, mais que nous n'utilisons pas. C'est vrai. Mais si nous mettons ces professeurs-là émérites, qui valident, des fois même c'est des jurys internationaux,
il faut valider ces données-là. On ne dira plus que le Bénin manque de données. Voilà pourquoi on a un point focal au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur qui va être notre relais pour toucher nos 2 universités nationales, Parakou et l'Université de Calabi. Donc, nous sommes heureux que le directeur général de l'environnement du climat lui-même soit un professeur titulaire du supérieur. Et donc, avec ses collègues, ça doit pouvoir aller. Il est mais c'est vrai qu'au niveau du supérieur, M. Bilak montre un peu comment se fera la collecte, mais au niveau des départements, des autres départements ministériels, est-ce que la collecte sera aussi facile? Je prends un exemple, si vous voulez, au niveau du ministère des Transports, par exemple. Est-ce que la collecte se fera aussi facilement, comme on le dit là? La collecte doit pouvoir se faire parce que, comme le coordonnateur l'a dit, nous avons impliqué tous les ministères sectoriels qui peuvent apporter l'information. Et au niveau de ces ministères sectoriels, nous avons des cadres qui sont très équipés. Le problème, ce n'est pas véritablement, comme il a dit, parce que tout à l'heure, on ne va pas faire croire aux gens qu'il n'y a pas de données. Il y a des données qui existent, mais ce sont des données éparses. C'est-à-dire, dans des tiroirs, vous allez retrouver, au niveau du ministère des Transports, vous allez retrouver des données. De l'énergie, vous allez retrouver des données. Ressources en eau, pareil, ainsi de suite. Et ces données sont beaucoup plus centralisées aussi au niveau de l'université. Parce que l'université s'intéresse à tous ces domaines. Ouais. Tous ces secteurs d'activité sont représentés au niveau de l'université. Et pour aller plus loin, vous ne pouvez pas apporter de solutions durables sans les données. Parce qu'il y a une modélisation systémique de l'environnement qui doit pouvoir se faire et avec toutes les interactions que vous avez dans l'environnement. Sol interagit avec l'air, interagit avec l'eau, interagit, ainsi de suite. Donc, par conséquent, il faut regrouper toutes ces données pour pouvoir asseoir une base. Et c'est là où le projet, et c'est l'innovation au niveau de ce projet, où nous avons des collectes de données par ministère sectoriel et des collectes de données croisées aussi. Parce que pour éviter le cloisonnement, il faut les croiser, parce que ce que le ministère des Transports apporte, on doit pouvoir vérifier facilement au niveau du ministère de l'Énergie. Et ce que le ministère de l'Agriculture apporte, on doit pouvoir vérifier aisément au niveau du ministère de l'Eau et des Mines. Parce qu'on ne peut pas faire de l'agriculture sans avoir de l'eau. Donc, il faut pouvoir les croiser. Et ce système nous permet non seulement d'avoir des données, parce que les données existent, donc de collecter non seulement des données, mais de pouvoir les croiser pour pouvoir développer des solutions durables répondant donc aux aspirations de nos populations. Donc voilà pourquoi donc, tous les ministères sont concernés et tous les ministères participent avec nous. Ce que je veux souligner aussi, c'est que dans ces ateliers, nous avons pour la plupart du temps réussi, et c'est à l'actif de l'équipe de gestion de ce projet, réussi à drainer pratiquement tous les ministères sectoriels. Il n'y a pas souvent de manque. Donc, au niveau de ça, et c'est à l'actif de l'équipe de gestion du projet parce qu'ils ont réussi à montrer le bien fondé de ce qu'ils sont en train de faire et par conséquent, plusieurs ont adhéré. Donc, on peut avoir ces données au niveau donc, des différents ministères sectoriels. Et c'est le ministère du cadre de vie qui va abriter ce système d'information statistique, n'est-ce pas, M. Pascal Nyonzan? Tout à fait. Je pourrais peut-être compléter. En ce qui concerne l'implication des ministères, comme l'a dit le DG, je voudrais d'abord remercier les collègues au niveau des ministères, que ce soit énergie, eau, transport, santé, agriculture, tout ça. Il y a vraiment une parfaite implication. On est arrivé à faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'un système d'information du ministère du cadre de vie. C'est un système d'information statistique pour le Bénin, dont le volet environnement, l'information environnementale. Par rapport à l'engagement des uns et des autres, nous sommes partis d'un protocole qui va mettre ensemble l'ensemble des acteurs. On aura un petit document, les autorités administratives des ministères, c'est-à-dire les secrétaires généraux des ministères, c'est le modèle que nous avons retenu. Les secrétaires généraux des ministères qui constituent la mémoire des ministères, eux, ils vont apposer leur signature pour dire, bon voilà, nous sommes d'accord à fournir des informations pour renseigner ce système d'information statistique qui va être mis en place au niveau du ministère du cadre de vie, mais au profit de tout le Bénin. Donc, nous avons partagé déjà ce protocole, le contenu de ce protocole avec l'ensemble des collègues qui l'ont lu, et puis c'est bon, maintenant, il faut que nous puissions remonter ça au niveau de ces autorités, qu'elles-mêmes, elles regardent et qu'elles disent oui, et puis qu'on arrive
à poser les signatures. Donc, par rapport à l'engagement, à l'implication des uns et des autres, comme le directeur l'a dit, le problème ne se posera pas parce que nous nous sommes mis dans un processus d'ensemble. Et pour réussir, on est obligé de travailler ensemble. Nous sommes obligés de valoriser tout ce que nous collectons au niveau sectoriel comme information, parce qu'au niveau de l'agriculture, au niveau de l'énergie, au niveau de l'eau, chaque ministère a un système d'information ou a une base de données. Ces systèmes vont continuer à fonctionner, mais il faudrait que, comme chapeau, qu'il y ait un système national qui gère toutes ces données. De sorte que, où que vous soyez sur la planète, ça dépendra de quelle façon on va le faire fonctionner, mais quel que soit là où vous serez sur la planète, vous puissiez questionner ce système-là. Vous avez besoin d'une information, par exemple, sur les changements climatiques au Bénin, sur l'agriculture au Bénin, sur l'eau au Bénin, vous pouvez avoir l'information. Cependant, il y aura des informations qu'on ne peut pas directement avoir sur les liens ou sur le portail. Et on va vous dire, par exemple, adressez-vous directement à telle institution ou à telle structure pour avoir ces informations spécifiques. Donc, voilà un peu comment ça va se faire. OK. Alors, c'est vrai qu'on dit que ces éléments vont permettre à nos pays de planifier davantage ces projets, différents projets. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à tirer de ce système d'information qui sera installé, M. Djibril Ibila? Oui, merci beaucoup. En fait, il faut le dire, nous collections des données, des informations telles que nous les comprenons. Mais au niveau international, le format est clair. Quand nous parlons de l'environnement, c'est des structures bien précises, des composantes bien précises. Et à l'intérieur, il y a des sous-composantes que vous devez renseigner. Et vous voyez, quand on a fait l'exercice, les ministères qui croyaient même avoir de l'information, ils ont été surpris de constater qu'ils collectaient des informations, mais qui n'englobaient pas des aspects scientifiques que les gens voulaient à l'international. Vous voyez, la météo nationale, le ministère des infrastructures dont vous parlez, c'est là où se trouve notre météo nationale. Vous parlez du ministère des Mines au BNG. Vous voyez, on a différents types de minerais au Bénin. C'est renseigné, il faut les renseigner. L'eau, vous avez l'eau souterraine, l'eau de surface, ainsi de suite, l'eau pluviale, ainsi de suite. Il y a des composants qu'il faut renseigner. Or, nous, on voit les données qui nous paraissent évidentes. Mais lorsque vous voulez faire un travail scientifique, ça ne nous permet pas d'aller en profondeur. Voilà l'intérêt de ce cadre de développement des statistiques environnementales. Maintenant, lorsque nous allons pouvoir les renseigner à travers les composantes, les sous-composantes, les sujets, n'importe qui, comme le responsable de suivi et évaluation le dit, vous voulez faire une thèse sur le Bénin, sur les questions d'environnement, parce que le système va être validé par le PNUE, le programme des Nations Unies pour l'environnement. On sait, dès que vous dites, par exemple, j'ai reçu cette donnée-là, du centre d'information du Bénin, oui, parce que c'est validé, on sait que c'est valable. Personne ne fera de critique. Et donc, c'est ce que nous voulons faire. Quand nous avons vu, par exemple, on collecte les données, mais on ne nous donne même pas, à l'intérieur de ce cadre de développement statistique-là, ces données, parce que ça ne va pas. Et comme le DG le dit, c'est après avoir collecté ces données-là que vous pouvez maintenant jouer sur les croisements dont vous avez besoin, les croisements d'informations dont vous avez besoin pour tirer la substance de votre préoccupation. Vous voulez traiter, par exemple, changement climatique et agriculture. Comment vous devez le traiter? Est-ce que c'est l'aspect eau qui vous intéresse, l'insuffisance d'eau qui vous intéresse, ou c'est les pertes de récolte du fait des aléas climatiques qu'on ne maîtrise plus, ou alors c'est du fait de l'insécurité foncière? Et quelles sont les bases qui nous permettent de renseigner pour dire, nos terres se dégradent, du coup, tout le monde court vers les zones les plus fertiles, ce qui engendre des conflits entre les sédentaires et ceux qui viennent. Et donc, ces informations, on va pouvoir les trouver et on a commencé. Voilà ce qu'on nous dit. Parce qu'on veut lutter contre la pauvreté. En quoi l'agriculture contribue à lutter contre la pauvreté? En quoi l'énergie contribue à lutter contre la pauvreté? Vous voyez, c'est l'un des traits des objectifs de développement durable. Vous voyez, éradiquer la pauvreté, le 1. 2, garantir vraiment la sécurité nutritionnelle pour tout le monde. Quand vos terres sont complètement dégradées, quand les ressources en eau sont insuffisantes pour nourrir toute une population, vous avez de quoi réfléchir pour développer des alternatives crédibles et durables. Voilà l'intérêt de ce projet. Du coup, lorsque nos autorités, au niveau national comme au niveau local, veulent prendre des décisions,
ils peuvent se référer à cette base-là et dire, ah oui, la dernière fois quand on était dans le mono, par exemple, je prends un exemple très, très simple. On parlait de la dégradation des terres. La dégradation des terres ne se présente pas de la même façon dans l'Arborie que dans le mono ou le Koufo. Là-bas, mono, Koufo, c'est la gestion des carrières de gravier, de gravion, qui dégrade. Vous voyez, on crée les trous, un peu partout. On ne les remblait pas. Et voilà. Rien, on ne peut plus rien faire. C'est vrai. Allez dans l'Arborie, là-bas, c'est quoi? La production cotonnière. Ouais. On déforeste. Ouais. Et si ça continue comme ça prend des mesures alternatives qui permettent de trouver des approches, ça va être difficile. Donc, du coup, vous voyez, on peut traiter de la dégradation des terres de différentes manières. Et lors de nos présentations, en nous référant au système mis en place par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, un cadre du sénateur, donc on a fait un rapport national du Bénin qui a montré comment le couvert forestier recule au Bénin, comment les terres se dégradent, à quelle proportion. Et ça, si vous renseignez, quand nous sommes allés dans les... ils ont dit, mais c'est très bien. Dites-moi, chaque maire, chaque cadavre, moi là, dans ma commune, comment la terre se comporte, qu'on pourra le faire. Vous voyez, du fait, on est parti du niveau national. Déjà, ça a permis aux gens d'être... de comprendre. Dit, voilà. Voilà. C'est comme ça, le couvert forestier recule. Okay. Et voilà l'intérêt déjà du projet. On est à notre première année, mais déjà, lorsque nous avons présenté l'information, les gens étaient sidérés. Les gens ne savaient même pas, par exemple, quand nous prenons la convention sur la forêt, il y a des oiseaux migrateurs qui sont protégés. Vous ne pouvez pas faire le commerce du caméléon, du serpent, sans respecter les clauses de la convention. La CITES. Et donc, du coup, quand on l'a présenté, ils ont dit, c'est comme ça. Donc, si on voit les gens transporter nos serpents, ils sont en infraction. Vous voyez comment ces trucs-là, de façon pratique... Ça renseigne davantage. Oui, ça renseigne. Ouais. Bon, nos forêts communales ou nos forêts sacrées, les gens ne savent pas leur rôle, mais c'est le refuge de nos espèces fauniques et floristiques. Lorsque tout s'en va, tout le monde va vers les forêts sacrées. Et quand les gens ont compris, celles-là vont aussi pour retirer nos espèces. Vous voyez, on a eu des exemples où les gens nous ont dit comment on a pu raisonner, mais on ne savait pas. Mais on leur donne le nom des points focaux. Quand ça arrive comme ça, là, contactez telle personne, on pourra vous aider. Et là, vous voyez, tous les directeurs départementaux, les cadres de maison dit, s'il vous plaît, venez nous faire ces formations au niveau de nos communes. On ne peut pas rester au niveau des départements. Comme quoi ce projet, comme on le dit de façon vulgaire, vient ouvrir les yeux pour beaucoup de gens. Oui, mais on a dit à la fin de cette émission, Monsieur Martin Peperina, professeur Martin Peperina, si vous permettez, bien sûr, quel message vous avez à passer à nos populations, non seulement aux points focaux, au niveau des différents cadres dans nos ministères sectoriels, et aussi au niveau des collectivités locales surtout, parce que c'est à ces autorités, à ces populations que ces données doivent être très importantes. Merci. Je me permets brièvement de dire sur l'innovation en ce qui concerne le système d'information que ce que ce projet apporte, un autre plus, c'est la démarche. Vous savez, vous pouvez avoir des résultats et ne pas pouvoir les exploiter. Oui. Parce que la méthodologie est faussée. Je donne un exemple. Si vous faites un mauvais échantillonnage, vous pouvez dépenser tout ce que vous avez comme réactif dans un laboratoire. Vous faites tout ce que vous pouvez, des nuits blanches, mais on ne pourra jamais utiliser vos résultats. Donc, il y a l'échantillonnage, il y a le protocole. Ce projet apporte de la méthodologie et c'est très important où nos résultats seront utilisés non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. L'autre aspect sur lequel j'aimerais venir directement aux points focaux, vous savez, il y a une évaluation des points focaux. Donc, on a fait l'état des lieux. Et c'est désormais sur cette base que les conventions seront gérées. Donc, en temps, nous avons fonctionné. Chacun a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. Mais aujourd'hui, les points focaux, avec l'état des lieux, les lacunes ont été identifiées et les capacités ont été renforcées. Ça veut dire que nos points focaux de convention sont beaucoup plus outillés, beaucoup plus équipés pour mieux gérer les conventions. Si désormais, après l'arrêté du 14 février 2017, le ministre Sonato décide d'actualiser cet arrêté, c'est sur la base de l'évaluation. Ce ne seraient plus des gens qui sont nommés parce qu'il faut juste mettre des gens pour pouvoir accompagner le processus, mais c'est des gens capables. Et je crois que nous avons gagné véritablement
à travers ce projet et à travers cette vision du ministre du cadre de vie et du développement durable qui entre en ligne de compte directement donc, dans le troisième pilier donc, de notre programme d'action du gouvernement sur l'amélioration du cadre de vie de nos populations. Merci beaucoup, professeur Martin Pépé. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'environnement et du climat. Oui, je reviens à Pascal Gnozan. Un mot à l'endroit de nos populations, des collectivités locales, bien sûr, par rapport à l'importance de ce projet qui vient quand même faire beaucoup de choses pour notre pays, mais aussi à l'international. Merci beaucoup, William. Je voudrais d'abord, avant d'aller plus loin, dire que le système d'information, le système d'information statistique dont on parle, c'est un outil de prise de décision. Donc, ça permettra à nos autorités, que ce soit au niveau national, au niveau départemental, au niveau communal, de prendre désormais de meilleures décisions en faveur de la protection de l'environnement. D'accord. Merci beaucoup. Oui, M. Ibila Djibril, rapidement, en 10 secondes. Non, oui, pour moi, ce qu'il faut saluer, c'est la vision du ministre. Car on dit quand la ligne droite est bien tracée, les cadres ne font que suivre. Et le ministre nous a tracé le cadre, on suit et il veille. Et vous voyez, maintenant, on a élaboré un plan de formation des points focaux. C'est là où je vais venir. On connaît les lacunes maintenant et chaque point focal a dit ce dont il a besoin pour mieux suivre et mettre en œuvre la convention. Ce plan de formation-là, on va le mettre en application et vous allez voir que ceux qui sont actuellement points focaux ou ceux qui vont venir, ils savent sur quoi on peut s'appuyer pour réussir la mise en œuvre des conventions. C'est ça le plus important. N'importe qui, un champion ne viendra plus pour dire je vais suivre une convention, mais vous devez avoir des prérequis et des connaissances bien établies pour que vous puissiez aller, notamment parler bien l'anglais. Parce que vous avez beau être compétent. Si vous limitez à votre français, vous allez passer à côté. Vous allez partir au niveau international, vous ne pouvez pas partir. Et du coup, ça fait partie des éléments clés du plan de formation. Permettre à tous les points focaux d'aller apprendre l'anglais. Et ça a été dit, et ça se poursuit. Et la direction générale de l'environnement, du climat et du ministère, tous les points focaux sont appelés à aller vers le centre culturel américain pour apprendre. D'autres pour aller faire un bien linguistique au Ghana. D'autres, encore mieux, s'ils ont les moyens, en Inde pour 2 mois, 3 mois, pour voir. Et donc, du coup, comme le DG l'a dit, dorénavant, on veut vous nommer, on veut s'assurer que, par exemple, votre convention-là, vous la maîtrisez dans la langue anglaise. Parce que lorsque les ouvertures officielles sont faites, toutes les négociations se passent en anglais. Exactement. Vous avez beau avoir des idées vraiment géniales. En français. Vous connaissez, mais comme vous ne pouvez pas parler anglais, vous restez là et vous êtes un spectateur. Voilà. On ne veut plus des points focaux spectateurs, mais des points focaux joueurs qui gagnent au nom du Bénin. Voilà ce que nous Merci beaucoup, M. Ibila Djibril. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de ce projet de renforcement des capacités. Avec vous, on a parlé bien sûr de l'important de ce projet, ce que ça permet à notre pays de gagner, surtout aux collectivités locales qui avaient besoin bien sûr de ces données. Merci pour votre attention. À la prochaine.